Alors, on va avoir une présentation de Valentin de Bortoli. Donc, Valentin est chercheur au CNRS, aussi à l'École normale supérieure, et a fait de superbes travaux autour de la synthèse d'images, mais aussi sur les modèles de diffusion. Donc, il y a eu beaucoup de questions régulièrement sur oui, mais à quoi ça sert tout ça, les maths, etc. Si vous prenez par exemple les modèles de diffusion, c'est vraiment des modèles d'équations stochastiques qui viennent de chaînes de Markov, et ça donne maintenant les résultats de l'état de l'art de tous les algorithmes de synthèse que vous pouvez voir, y compris avec des instructions issues du langage. Et donc voilà, ça pour dire que oui, ça sert à quelque chose. Et je vais laisser la parole à Valentin pour son exposé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup Stéphane pour l'introduction et puis pour me donner l'opportunité de parler de tout ça. Alors en plus, le cours s'insère vraiment super bien, enfin le séminaire s'insère super bien dans le cours qu'on avait juste avant. Je réutiliserai même peut-être des équations qui sont au tableau, donc c'est parfait. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler en fait de synthèse d'images par des méthodes en fait. Donc c'est marqué par maximum d'entropie, mais en fait ça va être en général par tout ce qui est théorie de l'information, disons. Donc en fait, je vais me servir d'outils de théorie de l'information pour en fait faire de la synthèse d'images dans plein de cas différents, avec notamment en fait un exemple que j'ai développé un peu plus en profondeur qui est basé sur ce que Stéphane présentait juste avant. Alors, juste les buts de ma présentation aujourd'hui. Ce que je voudrais vous présenter, c'est donc tout ce qui est synthèse d'image. En fait, ça s'ancre dans un cadre qui est plus global, qui s'appelle en fait les modèles génératifs, donc qui ne sont pas restreints à l'image, qui est en fait tout ce qui va être génération de nouvelles données à partir de données existantes. Donc ça, je vais préciser dans les slides qui suivent exactement ce que j'entends par là. Mais je voudrais en fait vous faire un peu comprendre pourquoi on s'intéresse à ça, parce que c'est pas forcément évident quand on regarde les papiers qui s'appellent Generative Modeling dans la littérature, surtout en machine learning. C'est pas forcément évident de comprendre en fait quel est le but en fait au final de ces choses-là. Donc j'aimerais juste vous montrer ça avec 2-3 applications, et ensuite je me plongerai plutôt dans les liens avec la théorie de l'information. Donc d'abord en fait dans un cas où on n'a pas beaucoup de données, qui va être en fait un peu à la perpendiculaire de ce qui est fait maintenant. Donc là, je ne parlerai pas forcément de VAE, de Yann, etc. Ça, j'en parlerai avant. Et si j'ai le temps, j'aimerais bien avoir le temps, montrer en fait que ces problèmes de la théorie de l'information, en fait, on peut aussi, dans un cadre où on a beaucoup de données, on peut trouver une formulation des modèles génératifs via aussi un problème de maximisation d'entropie. Donc ça, c'est en se basant sur des travaux d'Erwin Schrödinger des années 30. Donc je trouve que ça fait un beau parallèle en plus avec la physique. Parce que sachant que moi, contrairement au séminaire précédent, contrairement à Giulio et contrairement à Bruno, je ne suis pas du tout physicien, donc vous excuserez ma non-connaissance de pas mal de termes physiques que je vais employer. Donc voilà, moi je vais parler des modèles génératifs, et en fait aussi un petit panneau attention que je vais mettre sur ma présentation avant de commencer, c'est que probablement ce dont je vais parler risque d'être dépassé dans quelques années, puisque les modèles génératifs c'est un domaine qui évolue maintenant vraiment extrêmement rapidement. Donc ça j'ai juste pris 4 images, donc c'est des résultats de synthèse de visage donc en 2014. En 2015, 2016, 2017. Et donc vous voyez, donc tout ça c'est des images de synthèse, et vous voyez que la qualité de la synthèse a quand même énormément augmenté. Donc là, c'est que en 3 ans. Et ça s'arrête en 2017. Maintenant, les résultats sont beaucoup mieux en 2023. Donc voilà, c'est juste pour illustrer un petit peu que ça bouge très très vite, et que par exemple tout ce qui est modèle de diffusion, là j'en parlerai pas forcément aujourd'hui, mais c'est des modèles qui ont été introduits début 2020, enfin fin 2019, début 2020. Donc on a vraiment il y a encore énormément de problèmes qui se posent. Donc si vous avez des questions, il est probable que je n'y ai pas forcément toutes les réponses. Voilà, donc sans plus attendre, je vais un peu décrire le problème des modèles génératifs. Alors le modèle génératif, comme je disais, c'est le problème de générer des nouvelles données étant donné des données auxquelles on a accès. Donc c'est ce qu'on va appeler un dataset ou un jeu de données. Donc par exemple, je veux générer de nouvelles images de chiens et de chats, étant donné un jeu de données d'images de chiens et de chats. D'accord ? Ça, c'est une tâche, en fait, si vous regardez des papiers de machine learning ou de deep learning, c'est vraiment des choses qui reviennent assez souvent.
En fait, on a une approche assez générale pour résoudre ce type de problème. Je vous expliquerai pourquoi ce problème est intéressant dans la slide qui suit. Une approche assez générale pour résoudre ce problème, ça va être la suivante. Ça va être de partir d'une distribution qui est facile à regarder. Donc en fait, ici, on va, dans 99% des cas, on va partir d'une distribution qui est gaussienne. D'accord ? On part d'une distribution qui est gaussienne. On va définir une transformation G. Donc là, j'appelle ça fonction ici, mais en fait, on peut avoir une autre entrée qui est stochastique. Donc, vous pouvez voir ça comme une fonction stochastique. Ça peut être un processus, ça peut être plein de choses. Vous avez une transformation, disons. Vous avez une transformation qui va transformer votre gaussienne en quelque chose qui va être proche de la distribution que vous êtes en train de viser. Donc, cette distribution, je vais toujours l'appeler pi. Évidemment, là, tout ce qui est caché, c'est comment on définit cette transformation, parce qu'on va passer d'une distribution qui est gaussienne, unimodale, convexe, à peu près tout ce que, c'est facile d'échantillonner, tout ce que vous voulez, à quelque chose qui est potentiellement très compliqué, qui peut être multimodal, qui peut avoir une certaine géométrie, etc. D'accord ? Donc toute l'information, donc là en fait j'ai à la fois tout dit et rien dit ici, parce que toute l'information est cachée dans comment je définis cette fonction G. Et dans le cas du machine learning, on va la définir via le jeu de données, donc ce qu'on appelle le training dataset. Donc, les jeux de données d'entraînement, donc là mes images de chat par exemple. Ok. Là, je veux juste faire un petit point ici sur la différence, en fait, avec une différence assez clé qu'il y a entre modéliser un problème comme cela et modéliser avec un problème comme on voudrait le faire en physique statistique. C'est souvent, donc là ici on a vraiment un problème d'échantillonnage, hein, d'accord ? J'ai des données, je veux échantillonner de nouvelles données. Mais c'est assez différent en fait par rapport aux problèmes qu'on a souvent en physique ou même en stats, qui est qu'on va avoir accès en stats, souvent on a accès à une densité qui est non normalisée. Donc c'est-à-dire, je veux trouver, quand on parle d'un problème d'échantillonnage, je veux trouver des échantillons qui viennent d'une loi de probabilité. Et la connaissance que j'ai de la loi, c'est un potentiel U de x. D'accord ? Donc ça c'est quelque chose qui arrive souvent en statistique. Ici, c'est pas le cas. Là, par exemple, j'ai pas de densité, je connais pas la densité non normalisée des images de chiens et de chats. Okay ? Par contre, j'ai accès à des images de chiens et de chats. Donc c'est vraiment des informations qui sont très différentes, de nature en fait très différente, sur les distributions que je suis en train d'essayer de viser. Donc pour ça, il y a un vocabulaire en fait qui est un peu utilisé pour désigner ces différentes choses-là, qui est, on va parler quand on va faire une analyse plutôt en comparant des densités entre elles, on va parler d'un setting, d'un cadre de travail en fait qui va être vertical. Et on va parler de quelque chose qui est horizontal lorsqu'on va regarder ça en termes d'échantillons. Alors, c'est une terminologie qui me vient d'un livre de Filippo Sant'Ambrogio. Il y a une vraie raison à ce... Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi on appelle ça vraiment horizontal. Vertical, c'est assez facile de voir que quand on compare les densités, on va regarder, en fait, on va comparer les lignes de niveau. Quand je parle de l'horizontal, ici, c'est un peu plus difficile à comprendre pourquoi c'est relié en fait, au fait de regarder les échantillons. Ça nous vient en fait cette raison-là, ça nous vient du transport optimal. Mais tout ça pour dire en fait que les techniques qui sont utilisées souvent en machine learning, c'est pas en machine learning du moins pour les modèles génératifs, pour certains modèles génératifs. C'est pas exactement les techniques qui vont être, du moins pour l'analyse des modèles, c'est pas les techniques qui vont être utilisées par exemple en physique statistique parce qu'on regarde pas les mêmes quantités. Alors il se trouve que c'est pas totalement vrai ce que je dis ici, puisqu'en fait dans ce que je vais présenter quand on fait le principe du maximum d'entropie, justement c'est quelque chose qui nous permet de passer de quantités auxquelles on avait accès via des échantillons à ensuite une densité ici. Mais c'est vraiment un lien qui est fait en fait justement via le principe du maximum d'entropie. Voilà. Ok. Donc maintenant juste pourquoi c'est intéressant de faire des modèles génératifs. Donc il y a plein de manières de motiver ça. J'ai juste ici choisi de vous présenter 3 applications que je vais passer assez rapidement dessus parce que de toute façon je ne suis pas expert là-dessus, mais c'est pour vous illustrer un petit peu qu'on peut sortir du cadre de l'image et que les modèles génératifs ont des vraies applications vraiment en sciences. Donc ici c'est une application en météorologie où en fait le but c'est de faire ce qu'on appelle du nowcasting, qui va être de faire de la prédiction très précise, mais sur des échelles de temps très courtes, d'accord ? À comparer avec, par exemple, la prévision météo, qui va être une prévision à 15 jours, mais à l'échelle, je ne sais pas, de la France ou des choses comme ça. Ici, je veux une précision sur est-ce qu'il va pleuvoir à Gare du Nord dans 30 minutes.
mais par contre sur un intervalle de temps assez court. Donc ça, c'est un problème qu'on appelle nowcasting, et en fait, il se trouve qu'on pourrait résoudre les équations d'EDP qui nous viennent de la mécanique des fluides pour résoudre ce problème-là. Le problème, c'est qu'en fait, c'est assez coûteux, et en fait, d'avoir des prédictions qui sont très très haute résolution, en fait, c'est assez compliqué avec les méthodes actuelles en EDP. Par contre, en fait, ce à quoi on a accès, c'est une quantité assez incroyable de données, puisqu'en fait, on a accès, je veux dire, on a pas mal d'enregistrements sur le temps qu'il a fait. Par exemple, là, c'est une image, là, c'est l'Angleterre ici, mais enfin, c'est le Royaume-Uni, mais sur les dernières années, on a énormément de données là-dessus. Donc, en fait, ici, le modèle génératif, ça va être l'espace que je vais regarder, c'est générer des prédictions météo, d'accord? Donc, mon espace, ensuite je paramétrise ça comme je le paramétrise, mais disons que là j'essaie de paramétriser des prédictions météo étant donné le temps que j'ai observé il y a 20 minutes. D'accord, la météo que j'ai observée il y a 20 minutes. Donc ça c'est ce qu'on appelle un modèle génératif, mais c'est un modèle génératif en fait qui est conditionnel à un certain contexte. Et ça c'est un truc sur lequel je veux insister, c'est que moi je vais parler que de modèles génératifs qui sont non conditionnels. En fait quand ils sont utilisés en pratique, les modèles génératifs, souvent, ils sont associés à un contexte parce qu'on va les utiliser dans le cadre, par exemple, comme une formulation a priori pour des problèmes inverses, etc. Donc, c'est un point sur lequel je veux vraiment insister. Donc, voilà. Donc, ça, c'était une petite application en météo. Une application ici qui est sans doute celle-là, vous en avez peut-être entendu parler. C'est une application en biologie computationnelle donc ça, c'est cette référence senior et co-auteur. C'est AlphaFold, donc c'est l'algorithme AlphaFold. Donc ici, le but en biologie computationnelle, ça va être de regarder quelle est la structure de certaines protéines. Okay, parce qu'on sait que les protéines, c'est l'élément clé qu'on a en biologie computationnelle. Et une protéine, c'est constitué d'une suite d'acides aminés. Donc, on peut représenter ça comme une suite de lettres. On n'a qu'un nombre fini d'acides aminés. Et ensuite, une protéine, c'est juste une suite de lettres d'acides aminés. D'accord ? Donc il se trouve que si je connais la suite d'acides aminés, je connais toute ma protéine. Mais en fait, ce n'est pas si intéressant que ça de savoir la suite d'acides aminés. Enfin, disons que ce n'est pas suffisant, puisque en fait, la fonction vraiment de la protéine, elle va être donnée par sa structure 3D. Donc dans le sens où les interactions en fait, qu'une protéine va avoir avec d'autres protéines, c'est vraiment donné par la structure tridimensionnelle. Et cette structure tridimensionnelle, elle peut être déterminée uniquement à partir de la suite d'acides aminés, mais en fait, c'est un problème qui est très compliqué parce qu'en fait, on va avoir des repliements de la protéine sur elle-même, et donc du coup, on a des interactions qui sont très longue distance, et ça, c'est assez compliqué au premier abord. Si je vous donne juste une suite de lettres, c'est très très dur de savoir quel va être le repliement de la protéine. Et expérimentalement, c'est assez facile d'obtenir la suite d'acides aminés. Par contre, obtenir la structure 3D, c'est vraiment, vraiment très, très compliqué. Donc, c'est compliqué parce que c'est à la fois coûteux en termes d'expérience et c'est coûteux ça coûte énormément d'argent pour synthétiser une structure 3D. Et c'est aussi quelque chose qui est incroyablement aléatoire dans le sens où donc la procédure pour obtenir la structure 3D d'une protéine, c'est ce qu'on appelle cristalliser la protéine. Ça peut prendre entre une semaine, un mois, voire une année. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément en fait, avant d'avoir réussi à cristalliser la protéine. Donc du coup, ça peut être vraiment, c'est un vrai challenge en fait, d'arriver à obtenir ces structures 3D, et ça requiert en fait une ingénierie qui est assez incroyable en fait, derrière tout ça. Et donc du coup, une idée qu'ont eu les biologistes depuis très longtemps déjà, ce serait super si on pouvait avoir un algorithme qui, étant donné une suite d'acides aminés, nous donnait la structure 3D. Mais il se trouve qu'en fait, AlphaFold, c'est un peu la réponse à ça, où en fait, on va avoir un modèle. Alors, il y avait eu des tentatives avant, évidemment. AlphaFold, c'est, on va dire, un des premiers modèles qui marche vraiment sur des protéines compliquées, où en fait, on va faire un modèle génératif sur les structures 3D des protéines. Donc ici, on est vraiment en train d'essayer d'échantillonner des structures 3D. Donc là, on n'échantillonne pas des images, on échantillonne des structures, étant donné une information de contexte qui va être la suite d'acides aminés. Voilà. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un autre cadre encore donc ça, voilà, ça c'est la structure du réseau de neurones. Bon, je ne rentre pas dans les détails, etc. Mais c'est juste pour vous montrer que, bah voilà, en dehors de l'image, en dehors de cadres en fait qui sont euclidiens, on peut avoir des applications très très fortes. Évidemment, savoir
modéliser ces protéines, ça a vraiment des impacts industriels assez énormes. Voilà. Je finis avec une dernière application, donc celle-là qui est, on est un peu loin des, enfin quoique, on est un peu loin des applications scientifiques avec ça. Donc vous avez peut-être entendu parler de tous ces modèles-là, donc Imagen, DALL-E 2, Stable Diffusion, Midjourney, eDiff, qui sont en fait des modèles qu'on appelle du texte vers l'image, qui vont aussi être des modèles génératifs. Donc cette fois-ci, on est reparti du côté de l'image. Donc ça c'est une image qui est générée. Hein. Ça, c'est une image de synthèse. Ça aussi, c'est une image de synthèse pour le modèle Imagen. Donc ça, c'est un modèle qui a été créé par Google. Sauf que, encore une fois, on a une information de contexte ici. Alors, on ne voit pas bien ici, mais là, c'est marqué « An extremely angry bird ». Et ici, c'est « A cute corgi lives in a house made out of sushi ». Donc en fait ici il y a vraiment ce que je trouve assez incroyable dans ces modèles, c'est non seulement on a une qualité des images qui est complètement folle comparée à ce qu'on pouvait faire ne serait-ce qu'il y a 5 ans, et en fait il y a une vraie interaction entre le texte et l'image ici. Donc là, moi je vais parler que d'images moi ici, mais c'est pour dire que en fait tous ces modèles génératifs, il y a non seulement le côté image qui est intéressant, je vous ai montré des applications en protéines qui sont pas euclidiennes, mais il y a aussi tout ce côté en fait interaction avec le contexte, comment on interagit correctement avec le contexte, et donc là par exemple c'est l'interaction entre le texte et l'image. Et donc ça il y a toute une partie dont je ne parle pas, qui est en fait comment faire des représentations latentes où on a à la fois une compréhension, quoi que je veuille dire le mot compréhension, de l'image et du texte. Donc ça, ces modèles-là, ils sont plutôt basés sur ce qu'on appelle le CLIP, donc ils sont des modèles en fait non supervisés qui vont permettre de créer ces représentations latentes. Voilà. Donc je m'arrête là pour les exemples, mais c'est un peu pour vous montrer un peu le champ d'application à peu près infini des modèles génératifs. Et donc du coup, c'est pour ça que il y a eu, donc là c'est surtout sur les 15 dernières années, on a eu vraiment une pléthore de modèles génératifs qui ont été créés. Donc là, ça c'est tout ce dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Donc qui sont les VAE, donc Variational Autoencoder, Energy Based Model. En fait, on verra que Energy Based Model, enfin les modèles basés sur l'énergie, c'est quand même très très proche des modèles de maximum entropie. J'en toucherai peut-être un mot. Les GAN, donc Generative Adversarial Network, les Normalizing Flow, et le petit dernier, c'est les modèles de diffusion, que vous pouvez voir aussi des fois appelés modèles de score, donc Score Matching Model. Donc ça, c'est vraiment des modèles, c'est tout en fait ce que je vous ai montré avant. Donc, par exemple, ce modèle-là, tout ça, ça s'est basé sur les modèles de diffusion qui ont vraiment fait encore un autre, permis de franchir encore une étape dans la qualité de la synthèse. Voilà. Donc tout ça, c'est un peu le cadre. On va dire, on a un grand nombre de données, d'accord ? Quand je parle de tous ces modèles, il faut vraiment leur donner un jeu d'entraînement qui est assez faramineux. Donc là, je vais juste citer quelques en images. Je vais juste, par exemple, citer MNIST évidemment, Celebay, ImageNet, etc. Donc les jeux de données sont toujours plus grands et on veut toujours plus de données en fait pour donner à manger à ces réseaux de neurones là, d'accord ? Moi, je vais m'intéresser maintenant au problème, qui est vraiment, on va dire, un peu à l'opposé de ce cadre-là. C'est qu'est-ce qu'on peut dire, en fait, si notre jeu de données, il n'a qu'un seul élément. Alors, et c'est là où je vais parler vraiment du maximum d'entropie, et je vais revenir vraiment sur les formules que Stéphane a écrites. Alors pourquoi c'est intéressant de regarder des jeux de données avec un seul élément ? En fait parce que des fois, rien que l'acquisition des données est très très coûteuse. Donc par exemple, donc c'est pas une application dont je parlerai, mais peut-être que Stéphane en parlera à un moment, des applications en cosmologie, où en fait rien que l'acquisition des données en cosmologie est extrêmement coûteuse. Donc là, on peut pas se permettre d'avoir des datasets qui ont des milliards et des milliards d'images, qu'on peut ensuite faire de la data augmentation dessus, etc. D'autres cadres en fait aussi qu'on peut vouloir regarder, c'est en fait ne serait-ce que pour explorer les modèles et voir sur quel modèle comment on peut choisir un modèle. Si on choisit un modèle physique, donc par exemple si c'est un modèle d'Ising en 2 dimensions, donc qui est un modèle stationnaire, est-ce qu'on arrive à retrouver cette stationnarité en fait dans certains modèles de machine learning. Donc il y a non seulement un côté un peu, des fois on est obligé d'avoir un jeu de données qui a qu'un seul élément, mais des fois c'est aussi quelque chose, on va dire d'un côté plus exploratoire, on a envie en fait de limiter le nombre de données qu'on a.
Donc évidemment, là, si vous entraînez là-dessus les réseaux de neurones dont j'ai parlé juste avant, enfin tous les modèles dont j'ai parlé avant, là vous allez avoir des problématiques de surentraînement, donc d'overfitting. Et en particulier, ce qui va se passer, c'est que si je leur donne cette image-là, donc là par exemple ça c'est une texture gaussienne et ça c'est une image de d'Ising, enfin un modèle d'Ising. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste recopier cette image. D'accord, donc vous allez payer très très cher pour au final avoir quelque chose qui vous reproduit votre entrée. Donc c'est pas très très intéressant. En fait ici ce qu'on a plutôt envie, et le problème ici qu'on a envie auquel ces méthodes ne répondent pas, c'est qu'elles ne prennent pas en compte certaines invariances du modèle de l'image qu'on est en train de regarder. Donc par exemple ici ça c'est deux modèles en fait qui vont être stationnaires dans le sens où les probas les probas de l'image et les probas de l'image translatée doivent être les mêmes. Et ça en fait ça c'est quelque chose qui est pas compris par le modèle. Le modèle va pas respecter ça en fait. En fait, nous ce qu'on va essayer ici de faire, c'est plutôt que de dire bon bah le modèle va apprendre en fait un jeu de statistiques qui est intéressant et ensuite essayer de fitter ces statistiques. Nous ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire au modèle bon je veux utiliser ces statistiques et c'est nous qui allons choisir les statistiques. Et c'est nous qui allons choisir les statistiques pour essayer d'imposer en fait les contraintes que l'on veut. Donc par exemple, on peut choisir des statistiques qui vont faire en sorte que le modèle sera obligatoirement stationnaire. Ça c'est une des propriétés qu'on peut choisir. Voilà. Ok. Donc moi je vais m'intéresser en fait ici plus particulièrement dans le reste de l'exposé à ce qu'on appelle la synthèse de texture par l'exemple. Donc la synthèse de texture par l'exemple, c'est typiquement un exemple que je vous ai donné, c'est ça. Donc une texture, en fait, ça va être une image qui est stationnaire et qui en fait représente sur laquelle on va avoir un motif qui se répète, d'accord, qui se répète plus ou moins aléatoirement. Donc par exemple l'image d'une image de parquet, ça c'est une image de texture. L'image du mur, etc. C'est une belle texture aussi. Bref, il y a vraiment énormément d'exemples de textures dans la vie de tous les jours, et on va dire que c'est un cadre d'image un peu sur lesquels on peut dire des choses de manière un peu mathématique. Donc tous ces modèles génératifs où on est basé sur un exemple, en fait, le plus souvent dans la littérature, vous trouvez le mot exemplar-based synthesis. On est basé sur un exemple ici. Pour la synthèse de texture, donc c'est un problème les premières approches que j'avais pu trouver, c'est peut-être des années 70, donc c'est vraiment quelque chose qui commence à remonter pour tout ce qui est en fait computer vision. Et il y a plus ou moins deux approches, une approche qui est paramétrique, où on va essayer, donc c'est ce dont j'ai parlé, et des approches qui sont non paramétriques, qui vont être basées sur de réarrangement de l'image, basées sur les patchs. Voilà. C'est juste pour dire, pareil, je ne parle pas des approches basées sur les patchs. Alors, donc sur cette image ici, vous pouvez voir un exemple de texture où vous donnez ça à un algorithme, d'accord, et idéalement, vous devriez ressortir une image de texture. Donc ici, c'est des graviers, une image de texture qui ressemble, mais là, ces deux images ne sont pas les mêmes. Mais vous voyez qu'ici, c'est assez clair que ces deux images font partie de la même classe de texture. Donc le problème auquel on est confronté, c'est essayer d'échantillonner des images selon une probabilité que j'appelle pi tilde ici, telle que les échantillons vont ressembler à la texture en entrée x0 et qui ne vont pas être juste des copies de x0, d'accord. Parce que sinon il y a un algorithme très très simple, c'est je vous prenez x0, vous le répétez et ça vous fait une texture qui satisfait exactement les mêmes statistiques que votre texture d'entrée. Ça c'est pas très intéressant. Moi je veux de l'innovation. Et donc du coup on a cette contrainte ici qui est de composer en fait l'aléatoire, donc l'innovation, et la structure dans les modèles d'image. Et en fait là, c'est là où on va, donc c'est un peu une approche on va dire plus méthodo Tinvinian de l'image pour introduire les modèles de maximum entropie, puisque c'est ce que je veux dire. Quand je veux dire que je veux avoir de l'innovation, je veux avoir de l'aléatoire, c'est très dur de définir ce qu'on veut dire par innovation aléatoire, mais une manière de le faire, c'est de dire je vais essayer de maximiser l'entropie, d'accord, de maximiser l'entropie de mon modèle. Donc là, je regarde des probabilités de distribution sur les images. Donc je vais essayer de maximiser l'entropie de ma probabilité de distribution sur les images sous des contraintes géométriques. Et les contraintes géométriques, ça va justement être donné par mes statistiques. Donc j'en parlerai un petit peu après, mais c'est
ce dont Stéphane parlait, où on peut ensuite prendre des sorties de réseaux de neurones, des sorties de transformers en ondelettes, etc. Ok. Donc c'est là ensuite où je répète un petit peu des choses qu'a dit Stéphane plus tôt, mais en fait, les liens avec la physique statistique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est encore au tableau. On peut définir en fait des modèles, j'appelle micro-canoniques et macro-canoniques, mais en fait la manière dont j'ai défini, moi, c'est en termes de comment les contraintes sont encodées. Alors pour moi, le modèle micro-canonique, ça va être une maximisation d'entropie, d'accord, une maximisation d'entropie sous la contrainte en fait que les samples, que les échantillons ont exactement les mêmes statistiques que ma texture d'entrée. D'accord, donc f c'est ma statistique, f c'est ma fonction de contrainte. Quand je passe au modèle macro-canonique, ce que j'ai, c'est une contrainte en espérance. Donc je ne sais plus au tableau, mais on a une contrainte maintenant en espérance. Donc c'est-à-dire que je veux que la contrainte, que quand j'évalue ma fonction f contre mon modèle, donc oui, pardon, juste en termes de notation, là, ce pi de f, ça c'est une notation qui vient des problèmes appliqués. Pi de f, ça veut dire l'espérance de f selon la loi pi. D'accord, j'ai noté ici la notation, ça va revenir à plusieurs instants dans mon exposé, donc voilà, je préfère en parler maintenant. Donc voilà, ça c'est le modèle micro-canonique, ça c'est le modèle macro-canonique, et là vous voyez que j'ai une maximisation d'entropie sous ces contraintes-là. Ok. Donc ça, si vous étiez là il y a 1 heure, normalement c'est bon. Alors moi, je fais quelque chose qui est un tout petit peu différent, puisque quand je vais travailler en fait sur des espaces d'état qui sont continus, donc vraiment quand je travaille sur les espaces d'images, j'ai plutôt envie de travailler sur des espaces d'état continus, et donc du coup, définir l'entropie, c'est un peu plus difficile à définir sur des espaces d'état. Enfin, on peut toujours la définir, mais il y a moins l'interprétation, on va dire, évidente qu'il y a sur les espaces d'état discrets pour l'entropie. Donc du coup, c'est pour ça que je préfère regarder une divergence de Kullback-Leibler. Donc c'est l'entropie relative. Hein. Divergence de Kullback-Leibler, entropie relative, ça va être la même chose. Donc je regarde la divergence de Kullback-Leibler entre pi et une mesure de référence mu. Si vous êtes sur un espace d'état compact et que vous prenez mu qui est l'uniforme, cette chose-là, ça revient minimiser la divergence de Kullback-Leibler entre pi et l'uniforme sur un espace d'état compact, ça revient à maximiser l'entropie. D'accord ? Là, c'est vraiment cette mesure de référence mu, en fait, c'est tout simplement, vous pouvez le voir en fait parce que il n'y a pas de mesure uniforme sur RD. C'est un peu l'origine de l'existence de cette mesure mu ici dans mes divergences de Kullback-Leibler. Voilà. Donc ici, vraiment, moi, ce que je regarde, c'est la minimisation de la divergence de Kullback-Leibler sous des contraintes. Et moi, je vais m'intéresser plus précisément au modèle macro-canonique, précisément pour cette raison-là, alors qui est ma référence pour moi là-dessus, c'est ce papier d'Imre Cizar de 1975 qui est assez génial, dans lequel en fait il produit vraiment des résultats géométriques sur l'entropie relative, et notamment le résultat que vous voyez sur le fait que la KL entre P et Pθ c'est égal à l'entropie entre Pθ, enfin l'entropie entre Pθ moins l'entropie de P. C'est un résultat qu'on peut retrouver par exemple dans le papier d'Imre Cizar et qui peut s'interpréter en fait comme un théorème de Pythagore au sens des divergences de Kullback-Leibler. Donc il y a vraiment toute une interprétation en fait géométrique derrière, mais le résultat est essentiellement le même que celui que Stéphane avait annoncé. Alors il y a quelques détails mathématiques ici que je mets mais dont je ne parle pas, c'est juste pour avoir le théorème complet, qui est que si j'ai un modèle macro-canonique qui existe, il a une densité et que cette densité elle est donnée par ça. Donc c'est-à-dire que j'ai vous voyez mes fonctions de contrainte qui apparaissent et qui sont scalaires à un paramètre θ étoile. D'accord ? Et le θ étoile, c'est les multiplicateurs de Lagrange, hein, comme tout à l'heure. Okay. Ici un petit exemple pour vous convaincre que c'est utile ces choses-là. Donc, une première chose à faire, par exemple, c'est qu'est-ce qui se passe si je mets des contraintes qui sont de la forme x1, donc là je suis juste en 2D, hein, x1, x2, x1 carré, x2 carré, x1, x2. Okay. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? En fait, les mesures de maximum d'entropie que je vais retrouver, ça va être exactement, donc là vous voyez que vous allez avoir exponentielle de moins θ, et ensuite vous allez avoir quelque chose qui va être une forme quadratique. Et donc, du coup, vous avez une forme quadratique, vous retrouvez les gaussiennes. Donc, les gaussiennes, c'est un cas particulier. Les gaussiennes, c'est les mesures de maximum d'entropie à moyenne et covariance fixée. Alors, évidemment, ça, c'est un peu le seul cas, on va dire, tractable.
Si ici à la place de f, ici je mets des sorties d'un réseau de neurones, évidemment, je vais obtenir quelque chose qui a une tête qui est beaucoup moins sympa ici. Et c'est ça aussi qui est intéressant pour décrire des distributions qui sont complexes. Ok. Donc ce que j'ai dit avant, en fait, c'était sous l'hypothèse qu'une mesure de maximum d'entropie existait. Il y a sous des contraintes, en fait, pareil, encore une fois, ce théorème-là, je ne veux pas rentrer dans les détails, il est juste ici pour vous convaincre, ou essayer de vous convaincre que si on met des conditions sur la mesure de référence mu et sur les contraintes, donc, mais qui sont des conditions qui vont être vérifiées même expérimentalement dans le cas des réseaux de neurones, on va bien avoir l'existence de ce modèle macrocanonique. Donc, l'existence du modèle macrocanonique, on sait qu'on peut la garantir si on a des contraintes sur à la fois la mesure de référence et ce grand F. Donc, je n'ai pas dit ce que c'était la mesure de référence, le plus souvent, ça va être une gaussienne. Voilà. Donc, maintenant, la question, évidemment, qui m'intéresse, moi, je veux toujours faire de l'échantillonnage, ça va être comment trouver les paramètres optimaux θ étoile, parce que ici, moi, je dois échantillonner selon une mesure de Gibbs avec des paramètres θ qui sont θ étoile que je dois trouver. Ils sont pas, a priori, c'est des multiplicateurs de Lagrange, mais c'est pas évident de les trouver. Et ensuite, une fois que j'ai ces paramètres θ étoile, comment je fais pour échantillonner selon la mesure de Gibbs qui correspond? D'accord, donc j'ai ces deux problèmes à répondre. Le premier problème, pour trouver les paramètres θ étoile, en fait, c'est une petite extension du calcul que Stéphane a fait tout à l'heure. Donc en fait, si on écrit le problème qu'ils doivent satisfaire en inversant sup et inf, on voit que les paramètres θ étoile qu'on doit trouver doivent en fait être les minimiseurs d'une certaine fonction. Cette fonction, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la fonction de log partition. Donc ça, cette intégrale ici, vous reconnaissez quoi? Vous reconnaissez la constante de normalisation. Donc ça, c'est log z. C'est un log z, et évidemment, log z dépend de θ. Donc si vous minimisez log z θ en θ, vous allez trouver les paramètres optimaux θ étoile. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit calcul qui n'est pas beaucoup plus long que ce que lui, Stéphane, faisait tout à l'heure au tableau. Quelque chose qui est très intéressant, c'est que cette fonction, en fait, elle est convexe. Donc en fait, tous les algorithmes de minimisation que vous avez vont fonctionner dans ce cadre-là. Notamment, on ne va pas être bloqué dans des minima locaux, etc. Et en plus, on peut calculer son gradient. Donc tout ça, ça nous amène à penser, bon bah très bien, faisons un algorithme de descente de gradient pour trouver ces paramètres θ étoile. Alors oui, mais le problème ici, c'est que le gradient, vous voyez que c'est pi θ de f. Donc pour calculer le gradient, je dois calculer une espérance. Et je dois calculer une espérance selon quoi? Donc là, c'est une espérance selon pi θ, et pi θ, c'est la mesure de Gibbs avec le paramètre θ. Donc ça veut dire que pour calculer mon gradient, pour trouver mes paramètres θ étoile, je dois déjà calculer une espérance. Donc là, c'est un peu c'est un peu problématique ici, puisque en fait, on ne sait pas calculer, à part dans le cas par exemple gaussien, on ne sait pas calculer ce pi θ. On ne sait pas calculer les espérances selon pi θ. Mais par exemple, si on avait beaucoup d'échantillons de pi θ, ici on pourrait appliquer une méthode de Monte-Carlo où on va approcher l'espérance par 1 sur n et la somme des f de xk avec les xk qui sont des échantillons. Donc, une idée ici qu'on peut avoir, c'est de dire, bon bah très bien, moi mon but c'est de faire ma descente de gradient. Pour ça, je dois calculer le gradient. Pour calculer le gradient, je dois calculer l'espérance. Et pour calculer l'espérance, moi ce que je veux, c'est des échantillons de pi θ. Donc maintenant, la question, on revient à la question, en fait, pour trouver les paramètres optimaux θ étoile, il faut que j'ai des échantillons de pi θ, il faut que je sache comment échantillonner son pi θ. Mais vous voyez que c'est comme la question, ça revient à la première question que j'avais, la seconde question que j'avais ici, qui était comment échantillonner selon le modèle. En fait, pour résoudre le problème d'optimisation, je me reviens à résoudre un problème d'échantillonnage. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui est assez joli, qui arrive souvent en théorie de l'information, c'est qu'on a un peu cet échange un peu permanent entre optimisation et échantillonnage. Alors, bon, le but là maintenant, je vais rentrer un tout petit peu dans les détails, mais très rapidement, de comment on échantillonne selon cette distribution ici. Donc là, j'ai une distribution pi de x qui est donnée par une densité non normalisée, comme j'avais ici. Et le but maintenant, c'est d'arriver à échantillonner selon cette distribution. Alors, il y a plein d'algorithmes pour faire ça. Donc, vous en connaissez peut-être quelques-uns. Donc, Metropolis Hastings, par exemple des Hamiltoniens de Monte-Carlo. Moi ici, je vais me concentrer sur un algorithme qui est sans doute un des plus simples, qui est l'algorithme de Langevin non ajusté. Alors cet algorithme de Langevin non ajusté,
c'est un algorithme qui est donné de la manière suivante. Donc là, gamma n, ça va être un pas de discrétisation. Vous avez une partie, ici, si vous regardez cette première partie, c'est comme une descente de gradient. Donc c'est comme si j'essayais d'aller vers les modes de U. Okay, mais si j'avais que cette partie-là, si j'avais que cette partie descente de gradient, je serais bloqué dans les modes, je serais bloqué dans les minima locaux. Et en fait, du coup, ce qu'on a ici, c'est qu'on a un ajout de bruit. Donc là, vous voyez que le scaling n'est pas le même entre gamma n et racine de gamma n, avec du gaussien. Donc là, pardon, oui, les ZN, c'est des gaussiennes IID. Ça, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de Langevin non ajusté. Alors cet algorithme de Langevin non ajusté, j'ai un petit exemple ici, une petite vidéo. Hop. Donc là, vous voyez la distribution ah oui, on n'y voit vraiment rien sur la droite, bon, c'est pas très grave. Là, ce qu'on essaye d'échantillonner, c'est cette distribution-là, qui a une forme de cœur ici. Et la trajectoire orange qui bouge de tous les côtés, c'est une trajectoire du Langevin non ajusté. Donc vous voyez qu'ici, on n'est pas bloqué sur un minimum local, on se balade en fait autour du minimum local. Et bon, ici, vous me croyez que quand on regarde la densité, en fait, la mesure empirique qui correspond à tous ces échantillons, on est en train de retrouver la densité jaune là, qui est en forme de cœur. D'accord ? Donc vraiment, ça c'est l'algorithme de Langevin. Vous pouvez le voir comme une descente de gradient auquel on a rajouté du bruit pour que ce soit plus une descente de gradient et qu'on ne résolve plus un problème d'optimisation, mais un problème d'échantillonnage. D'accord ? Il y a énormément de manières d'améliorer cet algorithme de Langevin, je ne vais pas en parler. Et donc ici, en fait, toute l'analyse, peut-être quelque chose dont je veux parler ici, c'est que l'analyse maintenant, c'est des chaînes, donc tout ça, c'est des chaînes de Markov, parce que vous voyez que là, quand je regarde la récurrence ici, ça me définit bien une chaîne de Markov, cette chose-là, par rapport à ce que Stéphane disait au début du cours. Mais alors, cette chaîne de Markov, par contre, elle est définie sur RD, et donc là, on n'est plus sur un espace d'état discret, même dénombrable. On est vraiment sur un espace d'état continu et donc en fait on n'a plus une description des transitions en termes de matrice, on a une description des transitions en termes de ce qu'on appelle des noyaux de Markov. En fait, puisque là on va partir, donc des noyaux de Markov ça va être défini de cette manière-là, où on va regarder la probabilité que xk plus 1 appartienne à A, avec A qui est un ensemble mesurable, sachant qu'on est parti de xk qui est égal à petit x. Et ça définit ce qu'on appelle un noyau de Markov. Vous pouvez voir que ce noyau de Markov, en fait, il est équivalent à définir une matrice si on était sur un espace d'état discret fini. Mais voilà, là, du moins, si vous regardez un jour des chaînes de Markov sur des espaces d'état continus, toute la description des résultats, elle est faite en termes de noyaux de Markov ici, d'accord, qui sont une généralisation des matrices que vous aviez en espace d'état discret. Donc pareil, on a aussi une description, les mesures invariantes restent les mêmes, et on a aussi le même théorème qu'on avait précédemment, dans le sens où si on a une unique mesure invariante, on a le théorème de Birkhoff qui nous dit que les échantillons, que quand je vais évaluer les moyennes sur ma chaîne, j'ai bien convergé presque sûrement sur l'intégrale de f de x d pi x, avec pi qui est ma mesure invariante. Ok. Mais ça, le théorème de Birkhoff, souvent, si on veut avoir des résultats, c'est pas forcément assez fort. Ce qu'on veut, c'est vraiment que la distribution de xi converge dans un certain sens vers la distribution invariante. Et là, encore une fois, je ne vais pas m'étendre énormément sur cette chose-là ici. C'est juste pour vous dire qu'il y a eu énormément de littérature en probabilité appliquée sur ces résultats. Et notamment, on a identifié en fait un peu deux types de conditions pour retrouver en fait des résultats de convergence qui sont basés sur deux choses, donc ce qu'on appelle des conditions de drift, donc de Foster-Lyapunov drift, et les conditions qu'on appelle de minorisation. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je ne veux pas m'étendre, mais qui, si sont des conditions très probabilistes, qui, si elles sont vérifiées, nous permettent d'obtenir des bornes de convergence explicites pour une certaine métrique sur l'espace des mesures de probabilité. Voilà. Alors ça, c'est des travaux qui ont été plutôt dans les années, disons, des années 70 aux années 2000. Depuis les années 2000, en fait, on s'intéresse plutôt à avoir des conditions qu'on peut vérifier en pratique. Et ces conditions qu'on peut vérifier en pratique, le plus souvent, on va se tourner vers des distances qui sont des distances type de Wasserstein. Donc pareil, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, c'est plus pour vous donner un peu un aperçu de la littérature sur le sujet. Et en généralisant en fait, les conditions probabilistes que je vous ai données précédemment, on peut en fait trouver des conditions, mais cette fois-ci pas sur la chaîne en elle-même, mais sur le potentiel. Donc c'est-à-dire on va remplacer des conditions du type la chaîne est apériodique, la chaîne est irréductible, par des conditions sur qu'est-ce que mon potentiel doit vérifier pour que mon algorithme de Langevin, par exemple,
soit irréductibles et soit apériodiques. D'accord ? Qui sont en fait assez intéressants puisque finalement ça nous donne après des conditions qui sont faciles à vérifier, du moins des conditions qu'on peut essayer de vérifier lorsqu'on se tourne vers des applications. Par exemple, dans le cas de l'échantillonnage des modèles de maximum d'entropie. Et donc, peut-être le seul résultat dont je veux parler ici, c'est des conditions pratiques de convergence pour l'algorithme de Langevin. Donc l'algorithme de Langevin que j'ai rappelé encore une fois qui est ici. Okay. Donc cet algorithme de Langevin, il va converger vers la mesure pi. Alors vu qu'il y a un pas de discrétisation gamma ici, qui tend pas vers, je l'ai pas fait tendre vers 0, j'ai un petit biais ici qui est en racine de gamma, mais ce qui est important c'est de regarder cette quantité-là. Donc si je regarde pour une certaine distance sur les espaces de probabilité, donc ça c'est la distribution de xk, si je regarde la distance entre la distribution de xk et pi, cette distance elle va décroître exponentiellement vite avec un certain paramètre ρ. Ρ ici il est entre, j'ai pas marqué, pardon, ρ ici il est entre 0 et 1, donc cette quantité-là elle tend très très vite vers 0. Donc on a une convergence en fait, géométrique, donc c'est ce qu'on appelle l'ergodicité géométrique, et ça va être vérifié sous ces contraintes-là. Alors sous ces conditions-là sur U. Alors, si vous pensez à un résultat d'optimisation, pour obtenir une ergodicité, pour obtenir une convergence géométrique en optimisation, la plupart du temps, ce qu'il vous faut, c'est de la forte convexité. D'accord ? Si vous avez de la convexité, vous pouvez avoir des résultats qui sont un peu plus faibles, etc. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en échantillonnage, on n'a pas besoin de convexité. On peut avoir des résultats d'ergodicité géométrique sans convexité. Ce qu'on demande, c'est de la régularité sur U. Donc ici, que les gradients sont les Lipschitz. Et une condition ici qui ressemble très très fort à la condition de forte convexité, sauf que c'est une condition de forte convexité au-delà d'une boule. En fait, c'est ce qu'on appelle la condition de forte convexité à l'infini. Si on a ces deux conditions-là, alors on a ce résultat ici. Donc c'est assez remarquable, et en fait, ça vient du fait qu'on est en train, c'est qu'avec l'ajout du bruit, en fait, on a juste besoin de contrôler quand est-ce qu'on revient dans un ensemble compact, et ensuite, les chaînes de Markov dans les ensembles compacts, elles convergent assez bien. Donc, il y a vraiment un avantage en fait, à regarder l'échantillonnage ici, puisque l'échantillonnage, on peut avoir des résultats de convergence sous des conditions qui sont beaucoup, beaucoup plus flexibles que celles qu'on pourrait avoir en optimisation. Voilà. Donc ça, c'était un peu un petit détour par les chaînes de Markov, notamment sur les espaces d'état continus. Maintenant, si je reviens vraiment à mon problème, moi qui ai un problème d'échantillonnage, je voulais faire de la synthèse d'images, d'accord ? Enfin, de la synthèse de texture en l'occurrence. J'ai introduit les modèles macro et les modèles micro, donc macro-canonique, micro-canonique. On a vu que ça revenait en fait à un problème de maximum d'entropie ou minimisation de divergence Kullback-Leiber. En utilisant les résultats d'Imre Cizar ou de Janes, on trouve qu'en fait, on se ramène à un problème où on doit échantillonner selon une mesure de Gibbs. Une mesure de Gibbs qui est donnée par l'exponentielle moins scalaire θ étoile f, avec θ étoile qui va être défini comme le minimiseur de L, où L ici c'est la fonction de l'autre partition. Et ensuite, je voulais faire de l'optimisation pour trouver ces paramètres θ étoile et de l'échantillonnage pour échantillonner selon cette distribution. Voilà. D'accord ? Et on a vu qu'il y avait un lien entre les deux, puisqu'en fait, le gradient de L s'écrivait comme une espérance. Ça, c'est un peu. On en était là. Et donc, l'algorithme en fait, ici qu'on peut proposer, c'est de dire je vais partir d'une première estimation de θ étoile, donc j'appelle θ0, qui peut être choisi un peu aléatoirement dans mon espace des paramètres θ. Pour ce θ0, je vais échantillonner, en utilisant l'algorithme de Langevin, je vais échantillonner selon la mesure de Gibbs pi θ0. Donc là, je vais échantillonner M0 échantillons selon l'algorithme de Langevin. Ces échantillons de l'algorithme de Langevin vont me servir pour avoir une estimée de mon gradient. Okay. Et une fois que j'ai une estimée de mon gradient, je mets à jour θ0 en θ1. Je vais retrouver des échantillons via Langevin pour remettre à jour avec θ2, etc., etc. Donc là, ça me fait une procédure en fait, qui alterne entre optimisation d'un côté dans l'espace des paramètres et échantillonnage dans l'espace des images. Parce que là, ici, les X, c'est vraiment des images. Donc ici, là, il y a des formules, mais c'est vraiment une réécriture en fait, de ce que j'avais raconté, j'ai raconté dans la slide précédente. Et quand on regarde l'algorithme à la fin, en fait, on peut jouer sur les paramètres, à la fois le paramètre de descente, pas de discrétisation dans le gradient, le pas de discrétisation dans l'algorithme de Langevin,
et aussi le nombre d'éléments qu'on prend dans la chaîne à chaque fois pour mettre à jour. Donc il y a un peu ces 3 paramètres-là sur lesquels on peut jouer, et je n'ai pas mis les résultats de convergence, mais sous des conditions en fait, sur ces paramètres, on peut montrer que cet algorithme va bien converger, dans le sens où on va bien retrouver presque sûrement que θn va converger vers le θ étoile, qui est le θ étoile optimal. Voilà. Donc plutôt que de vous montrer le résultat de convergence, je vais vous montrer les images qu'on peut obtenir. Donc là, ouais, désolé, on ne voit pas super bien, mais ici, donc, si on choisit cet algorithme avec les contraintes F, dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, si je choisis les contraintes F qui sont des contraintes données par un réseau de neurones, enfin les sorties d'un réseau de neurones, ou en l'occurrence ici un réseau de neurones VGG, et que je fais en fait, et si je fais une moyenne sur cette sortie, en fait, ça va me définir des modèles stationnaires. Et du coup, ça me permet ensuite de définir des modèles de texture. Et donc ici, à gauche, c'est votre image originale d'écorce, et à droite, c'est une image que j'ai générée en suivant l'algorithme que j'ai donné précédemment. Là, j'ai un autre exemple avec des images de bonbons. Donc vous voyez bien, les images sont un peu différentes. Il y a quand même quelques petites choses qui ne vont pas ici, puisque on n'a pas plus l'image va être complexe, plus en fait il va falloir un ensemble de statistiques qui va être riche. Donc là il y a toute une question de quel est l'ensemble de statistiques qu'il faut pour décrire correctement l'image que je veux. Ça c'est un problème qui est complètement ouvert, disons qui n'est pas complètement ouvert, mais qui est encore sur lequel il faut vraiment, il y a vraiment beaucoup de travail en fait pour une classe d'images données, trouver quelles sont les statistiques qui correspondent. Donc moi là j'ai pris vraiment des sorties d'un réseau de neurones, mais on pourrait faire des choses sans doute plus malines pour des images particulières. Donc là voilà, ça c'est un même exemple avec des brindilles. Pareil, vous pouvez voir qu'il y a des petits problèmes de continuité à certains endroits, mais globalement en fait si on regarde ça d'assez loin, on a des bons résultats. Voilà. Donc ça c'est un peu ce dont je voulais parler sur les modèles de maximum entropie pour la synthèse de texture. Un lien en fait ici avec les modèles génératifs dont je parlais avant. Ici, on a réussi à écrire, on s'est débrouillé pour réussir à écrire finalement Alors, est-ce qu'il y a une craie ? Hop. À la fin des fins, en fait, ce qu'on a réussi à écrire, c'est que notre modèle d'image, on a vraiment réussi à trouver un modèle d'image qui était donné de cette manière-là, avec ici Uθ étoile de x, qui était dans notre cas θ étoile, scalaire, et ici f de x ou f de x, c'est mon jeu de contraintes. Alors, il se trouve que quand on regarde les modèles d'énergie, donc les Energy Based Models, donc EBM, si vous faites un peu de machine learning, ce qui se passe en fait, c'est qu'on va pas. Ici, on a une relation linéaire des paramètres Uθ est linéaire les paramètres. Ce que vont faire ces modèles EBM, en fait, c'est qu'à la place, on va dire bon très bien, Uθ de x, en fait, ça c'est un réseau de neurones, d'accord ? Et maintenant, ce que je vais chercher, c'est les paramètres du réseau de neurones. Et en fait, vous pouvez reprendre, notamment en termes d'algorithmes, ça va donner à peu près les mêmes algorithmes que celui dont je parlais, sauf que maintenant, évidemment, vous avez moins de contrôle sur les statistiques que vous prenez, puisque les statistiques, ici, vous allez les découvrir en même temps que vous entraînez votre réseau de neurones. Voilà. Ça, c'est un lien avec les modèles génératifs. Et je voudrais juste conclure avec un autre lien avec la théorie de l'information sur les modèles génératifs. Donc, je vais passer assez rapidement, mais que je trouve l'idée vraiment assez jolie. C'est avec une idée de Schrödinger. Donc là, j'ai remis la slide du début juste pour faire un petit refresh de ce que j'entendais par modèle génératif. Donc là, je quitte de nouveau le régime où j'avais qu'une donnée. Là, maintenant, je suppose que j'ai beaucoup de données. D'accord ? Donc, je suppose que j'ai beaucoup de données. Donc, j'ai une mesure de référence π0 qui est ma gaussienne. Et je veux trouver π qui est mon modèle génératif. Donc, ici, ce que je veux, finalement, c'est ce que j'avais annoncé plus tôt. Je veux trouver la transformation G, donc qui est un processus qui m'emmène de ma gaussienne à ma mesure cible, donc ici les images de chat. Mais en fait là, ce que vous êtes en train d'essayer de regarder, c'est vous êtes en train, si on voit ça d'un point de vue de processus, donc j'ai une mesure gaussienne ici, j'ai des échantillons. Vous pouvez dire que je connais cette mesure-là, ça c'est ma mesure cible, ça c'est ma mesure gaussienne.
ce que je veux faire, c'est trouver le chemin qui m'emmène d'ici à ici. D'accord ? Donc c'est ce mapping G dont je parlais. Ok, mais en fait, ici, vous pouvez le voir ça aussi comme un problème sous contrainte. Vous êtes en train d'essayer de trouver... Qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de trouver ? Vous êtes en train d'essayer de trouver une transformation, donc là que moi je vais supposer stochastique. Vous êtes en train d'essayer de trouver une transformation stochastique sous une contrainte terminale et une contrainte initiale. D'accord ? Donc c'est vraiment un problème de théorie de l'information où on a cette fois-ci non plus des contraintes qui étaient données par des statistiques. Ici, j'ai une contrainte qui est définie par je veux qu'au temps t ma distribution soit celle-ci et je veux qu'au temps 0 ma distribution soit celle-ci. Et maintenant, évidemment, il faut aussi qu'il y ait une notion de maximisation. En fait, ce qu'on va supposer, c'est qu'on va supposer, de base, quel est le chemin le plus aléatoire possible. Et bien ici, je peux prendre un mouvement brownien. Si je prends un mouvement brownien, donc je prends mes particules qui se déplacent n'importe comment, je prends des particules qui se déplacent n'importe comment et j'essaie d'imposer les marginales. Ça, c'est ce qu'on appelle le problème de Schrödinger. D'accord ? Donc ici, on est en train de... une manière de résoudre ce problème de modèle génératif, c'est d'essayer de trouver une transformation stochastique, un processus stochastique qui est le plus proche possible du mouvement brownien. Donc ça va correspondre à votre minimisation de la divergence de Kullback-Leibler sous des contraintes initiales et terminales. Ok ? Et ça, en fait, c'est un problème que Erwin Schrödinger avait. Donc moi, je le dis dans le cas des images pour chien-chat, mais en fait, Erwin Schrödinger, donc en 1932, avait déjà identifié ce problème. Alors, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'il avait réussi à trouver la solution sans formalisme probabiliste. Notamment, il n'y avait pas encore tout ce qui est le formalisme Markov n'était pas encore là, et juste à partir d'arguments en fait physiques et on va dire heuristiques, il avait trouvé les bonnes solutions. Donc, en fait, lui, il s'intéressait disons qu'on a deux observateurs. On a un observateur qui observe des particules à un temps A, à un temps t, un temps t0 et un temps t. On sait qu'a priori les particules se déplacent selon un mouvement brownien. Quelle est la trajectoire la plus probable qu'elles ont suivie ? Et en fait, ça c'est exactement ce problème de Schrödinger-Bridge dont je parle ici, donc que vous voyez qui ressemble énormément au problème macrocanonique dont j'avais parlé tout à l'heure, sauf que maintenant, à la place ici d'avoir pi et p qui sont juste des mesures sur l'espace d'état des images, ici on a des mesures qui sont à valeur processus, donc ça c'est des processus stochastiques ici, pour lesquels les contraintes sont des contraintes initiales et des contraintes terminales. Voilà. Je vais passer très très rapidement là-dessus, mais en disant que ce problème-là, en fait, donc il nous vient de Schrödinger, il est en fait très étudié aussi en transport optimal, puisqu'en fait on peut montrer que résoudre ce problème ici, ça revient à résoudre en fait un problème de transport optimal avec régularisation anthropique. Donc ça c'est juste en passant. Et en fait, quand on fait... Alors, désolé, on n'y voit pas grand-chose non plus, mais quand on résout ce problème de Schrödinger, donc on peut trouver des algorithmes pour les résoudre, et à la fin, ce qu'on obtient, c'est qu'on obtient bien on peut trouver des trajectoires stochastiques en fait, qui vont de la mesure gaussienne. Donc ici, là, c'est des images, chaque petit carré est une image gaussienne, et ici, chaque petit carré est une image de visage. Et ce que vous avez, c'est que vous avez la trajectoire la plus proche du mouvement brownien qui interpole entre ces deux mesures. Et ça, c'est encore une application de la théorie de l'information. Voilà. Donc je vais conclure rapidement. Donc, j'espère vous avoir à peu près convaincu que la théorie de l'information, en fait, elle pouvait être exploitée en fait, à la fois d'un point de vue théorique, mais aussi vraiment méthodologique pour mettre en place des algorithmes dans le cas des modèles génératifs, à la fois dans le cas où on a peu de données avec des modèles de type maximum d'entropie, mais aussi en fait, dans le cas où on a beaucoup de données avec là, les ponts de Schrödinger. Même si je suis passé rapidement là-dessus, il y a vraiment une interaction avec la théorie de l'information. Alors, des questions qui restent et qui sont vraiment prégnantes actuellement. Donc, il y a évidemment, dans le cas où on a peu d'informations, c'est comment bien modéliser ces données, comment encoder ces contraintes, quelles statistiques il faut prendre. Donc ça, je pense que Stéphane, dans les prochains cours, parlera un peu par exemple, transformer en ondelettes, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des descriptions, des descripteurs qui font du sens des données. Mais ensuite, si on regarde juste en termes de modèles génératifs, même avec beaucoup de données, il y a des vraies questions sur qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'innovation sur ces modèles. Est-ce que ces modèles finalement ne sont pas juste en train de recopier les données ? C'est quelque chose qui n'est pas forcément clair. Arriver à quantifier à quel point
on a une augmentation d'entropie, à quel point on a de l'innovation dans notre algorithme, c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué à faire en pratique, et notamment qui amène à des problèmes très réels d'un point de vue industriel. Donc là, par exemple, j'ai pris une image, donc c'est pas moi qui l'ai générée, cette image, c'est une image par un algorithme qui s'appelle le Stable Diffusion. Donc il y a un algorithme de texte vers l'image dont je parlais tout à l'heure. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'en fait, vous avez un watermark. Donc c'est une image qui a été générée, mais en fait, le copyright d'une des images d'entraînement est passé dans une image qui a été générée. Et ça, c'est un vrai problème, parce que certaines de ces images, en fait, elles sont pas forcément libres de droit. Donc là, ça, c'est une image que j'ai tirée en fait d'une procédure en justice en fait contre le Stable Diffusion, parce que justement il y a des gros problèmes de copyright en fait sur ces modèles génératifs pour savoir à quel point on est loin des données d'entraînement et est-ce qu'ils sont vraiment en train d'innover. Un autre problème qui existe, et je vais finir là-dessus, c'est qu'est-ce que ces modèles comprennent vraiment des données. Donc ça, on essaye d'y répondre un peu, on essaie d'y répondre à la main quand on définit les jeux de statistiques, mais en fait, il y a aussi la question, dans le cas des EBM, dans le cas des normalizing flows, dans le cas des modèles de diffusion, qu'est-ce que ces modèles ont appris des données? Et quelque chose qui est assez intéressant, donc ça c'est moi qui ai fait la petite expérience, j'ai juste demandé à Stable Diffusion d'écrire un panneau sur lequel était écrit « Thank you ». Et ça c'est le résultat de l'algorithme. Enfin, le résultat que j'obtiens à la fin. Et donc vous voyez qu'il y a une certaine compréhension du texte, mais on va dire d'un point de vue un peu géométrique, qu'est-ce qui doit se passer, il reconnaît qu'il y a un T, le Y et le O, mais il n'y a pas du tout de compréhension en fait, du texte un peu profonde qui pourrait lui dire que ça, c'est pas du tout le résultat qu'on attend. Donc il y a vraiment un peu, je pense, un challenge ici de comprendre, surtout l'interaction entre texte et image, qui est vraiment très intéressante. Voilà, sur ce, je vais m'arrêter et puis je remercie évidemment tous mes collaborateurs avec qui je travaille sur les modèles génératifs.